Bonjour Thomas Friang, merci d'être avec nous. Vous êtes président du think tank Open Diplomacy. Vous avez co-signé une tribune dans le JDD, le journal du dimanche, pour, dites-vous, imaginer le monde d'après. Il faudra explorer de nouvelles voies politiques. Quelles sont ces nouvelles voies? Comment se réinventer, comme l'avait dit Emmanuel Macron? Le monde d'après. Chacun y va de sa petite tribune, de ses petites prédictions. Soyons honnêtes, il y a 3 pistes. La première, c'est le retour au business as usual. On redémarre, on fait de la croissance, et si vous n'êtes pas content, on met des flics partout. C'est bien sûr l'hypothèse préférée de la bourgeoisie et de son délégué de classe. Le second, c'est l'hypothèse nationaliste. On met des flics partout, on redémarre, on fait de la croissance, et en plus, on est ouvertement réactionnaire et xénophobe. C'est un peu pareil, sauf qu'en plus, on s'affranchit des institutions supranationales et on arrête le multilatéralisme. Brexit pour tous, let's build a wall, et nique l'ONU et l'OMS. C'est le plan B des bourgeois. C'est moins élégant que la première hypothèse, mais ça vaut toujours mieux pour les capitalistes que la troisième hypothèse. C'est cette troisième hypothèse qu'on va explorer aujourd'hui. Alors c'est sûr, comme ça on a l'impression que tout est à faire, qu'il faut tout repenser, que le chantier est énorme si on veut prendre en compte les aspirations démocratiques, écologiques et sociales des populations, mais on va voir que non. Il y en a qui bossent depuis des années sur ce plan et qu'ils se parlent, qu'ils se sont agrégés autour d'organisations et de militants par milliers. Aujourd'hui on va revenir sur l'altermondialisme, ses échecs, ses succès et surtout sur les leçons qu'on peut en tirer pour penser ce fameux monde d'après. Quand on regarde le paysage de la gauche politique, on se dit que ça va être compliqué pour le monde d'après. On a les insoumis, les écolos, les restes du PS, les communistes, le NPA, c'est compliqué de mettre d'accord tout ce petit monde. On en a déjà parlé ici et c'en serait presque désespérant. Les ambitions personnelles s'entrechoquent et les vieilles querelles s'éternisent. Et pourtant les choses avancent. On sait que ces gens se parlent et il n'est pas impossible qu'ils finissent par se mettre d'accord, pourquoi pas sur une plateforme commune pour construire le monde d'après. C'est en tout cas ce qu'ont réussi à faire à la fin du mois de mars 18 responsables d'organisations associatives, syndicales et environnementales qui ont publié une tribune commune intitulée « Plus jamais ça ». Ils ont dépassé leurs différences pour proposer des pistes. La relocalisation d'un certain nombre de productions, un grand plan d'investissement pour les services publics et la transition écologique, bref, des trucs de bon sens au regard des crises que nous traversons, mais sur lesquels il s'agissait tout de même de se mettre d'accord. Parmi les signataires, on trouve par exemple la CGT, qu'on n'associe pas naturellement aux problématiques écolo, mais qui a beaucoup évolué sur ces sujets. Avec le renouvellement de génération, des militants et des syndiqués, cette question est de plus en plus présente et elle a été très présente à notre congrès l'année dernière. Idem pour les orgas écolos, dont le social n'est pas forcément le cœur de métier, mais qui ont fini par s'y mettre. Et voilà Greenpeace qui signe un texte qui mentionne la lutte contre l'évasion fiscale et pour la justice fiscale et le partage des richesses. Alors je sais, à la lecture de la tribune, on peut se dire une tribune de plus, à quoi bon, ils disent des trucs qui vont un peu de soi. Mais en fait non, c'est pas si évident d'accorder les préoccupations sociales et environnementales. Cette contribution au débat est importante et elle est le résultat d'années de lutte, de discussion et de politisation de ces questions. Que ce soit avec évidemment les Gilets jaunes qui ont été quand même une espèce d'énorme culate et une surprise pour tout le monde, c'était les gens qu'on pensait comme étant dépolitisés et pas mobilisables entre guillemets qui se sont mobilisés. Je parle du mouvement climat par exemple qui en 2019 a battu tous les records de nombre de manifestants dans la rue, des jeunes, etc. Et évidemment la réforme des retraites, on a quand même atteint des 45 jours de grève consécutifs ou sûrement plus, les syndicats savent mieux ça que moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vécu mouvement social sur mouvement social. Et c'est à l'occasion des mobilisations que les organisations et les militants se rencontrent et se parlent. Tenez, souvenez-vous du G7 à Biarritz l'été dernier. Vous savez, de temps en temps, les 7 plus grandes puissances se réunissent pour discuter de l'économie mondiale, associent les multinationales à ces discussions et décident entre eux du sort de la planète à huis clos. À l'issue de ce sommet reste donc une impression de succès diplomatique. Emmanuel Macron s'est montré très offensif pendant ces 3 jours. Et bien, à cette occasion, des orgas se réunissent aussi pour contester la légitimité de telles réunions et en profitent également pour discuter entre militants de tous les pays. Les conférences et les ateliers s'enchaînent depuis ce matin à Irún, en Espagne, près de la frontière avec la France. Le contre-sommet du G7 est officiellement lancé. Quand on écoute le résultat des discussions du contre-G7, on voit qu'elle préfigure largement ce qu'on va trouver des mois plus tard dans la tribune Plus jamais ça. Écoutez par exemple les propositions lues par Aurélie Trouvé d'Attaque, tout y est. La relocalisation forte de toutes les activités, le développement massif des transports en commun gratuits, la création de millions d'emplois dans des activités utiles pour l'environnement, etc. À ces discussions entre organisations écolo, associatives et syndicales, on retrouvait aussi des personnalités politiques et bien entendu des militants venus se former et se rencontrer. En fait, ça fait une quinzaine d'années qu'on n'a pas assisté à une telle mobilisation en termes de contre-sommet. Je crois qu'il faut remonter à 2002 ou 2003 pour voir autant de participants à cette initiative alternative. Le début des années 2000, c'est le moment de naissance de ces contre-sommets. Ce moment de rencontre entre ces mouvements sociaux qui tentaient déjà de proposer un autre monde, c'est la grande
grande époque de l'altermondialisme. Pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est peut-être pas mal de commencer par rappeler ce que c'est que ce mouvement, parce qu'en vérité c'est une galaxie de mouvements, d'organisations, mais qui se retrouve autour de quelques constats et de quelques modes d'action. Dans les années 90, après la chute du mur, le capitalisme mondial se dote d'organisations. C'est la naissance de l'OMC, une institution dont le but avoué est de favoriser l'ouverture commerciale, de garantir les accords commerciaux au nom du libre-échange. Cette institution collabore avec la Banque mondiale ou le FMI, qu'on connaissait déjà pour ses grands plans d'ajustement structurel. Bref, si le capitalisme s'organise internationalement, prend la confiance avec l'effondrement de l'URSS, il devient donc urgent de lui apporter également une réponse internationale. Et c'est tout le sens de l'altermondialisme. Les mouvements sociaux de tout pays, du Nord comme du Sud, se retrouvent face à des adversaires communs et s'organisent pour produire des réponses. L'organisation ATTAC, par exemple, est née à la fin des années 90 et propose d'instaurer une taxe internationale sur les transactions financières. Alors ATTAC, je rappelle, c'est l'acronyme d'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. ATTAC, c'est l'association qui a contribué, comme tu le disais, à mettre l'altermondialisme sur la carte militante. Au moment de l'altermondialisme, la gauche a muté, en quelque sorte. L'anticapitalisme ne pouvait plus se reposer sur le bloc communiste, les partis de gauche de gouvernement étaient gagnés par le libéralisme économique, et c'est donc hors des partis que la gauche s'est réinventée dans une approche internationaliste, sociale, environnementale et surtout pluraliste. Aucun mouvement social n'a la réponse à lui tout seul. Aucun syndicat, aucune ONG, aucune association n'a la réponse à tous les défis qui nous sont posés quand on veut combattre effectivement le libéralisme, le dérèglement climatique et apporter des réponses alternatives. Et ça, c'est un apport considérable de la montée en puissance, la maturation de ces nouveaux acteurs que sont les mouvements sociaux qui sont des mouvements politiques. Une constellation d'organisations a commencé à s'agglomérer autour des contre-sommets et des forums sociaux pour affirmer qu'il fallait changer de modèle. La crise financière de 2008, le dérèglement climatique, les mouvements démocratiques de 2019 partout dans le monde et maintenant la crise sanitaire semblent avoir confirmé beaucoup des diagnostics qui étaient déjà posés au début des années 2000. Et maintenant, une autre question se pose. C'est la question de savoir comment on va imposer un rapport de force dans la société qui va permettre justement qu'on puisse travailler sur un jour d'après différent. Et je crois qu'à ce titre-là, le collectif qu'on a formé avec Urgence sociale et environnementale et maintenant 25 organisations pour ce 1er mai qui se sont rassemblées, c'est de dire déjà on ne veut plus opposer les questions sociales et les questions environnementales. On a beaucoup joué de ce match permanent pour éviter d'avancer sur l'un des sujets ou sur l'autre. Donc nous et nos histoires différentes montrent que l'on veut mixer ces deux questions. Et ensuite, nous souhaitons le faire ensemble parce qu'on sait aussi que ça ne sera pas avec une aimable discussion, que les intérêts que ça met en jeu sont des intérêts extrêmement puissants, financièrement puissants, qu'ils ont une logique qui leur est propre et qu'ils veulent continuer d'imposer, et que donc il faut créer cette coalition la plus large possible. Et donc politiquement, il va maintenant falloir créer le même genre de coalition, mais avec des partis. Seulement une bonne partie du travail est déjà effectuée. Ce programme, c'est l'idée de la transition écologique, sociale et démocratique. Chaque mot compte. C'est une nouvelle façon de faire de la politique. Avant, les partis commandaient et la société suivait, mais on voit bien que ce modèle a des limites. Il est vertical, fragile et pas franchement en accord avec les aspirations démocratiques qui sont celles de notre temps. Aujourd'hui, c'est aux partis d'écouter et de tirer profit du travail théorique et du travail de terrain effectué par les mouvements sociaux, la société civile et leurs associations, d'Oxfam aux Gilets jaunes, de la CGT à Greenpeace. Il est temps de repenser notre rapport aux politiques, d'innover et de travailler ensemble au-delà des querelles de chapelle et d'ego. On a souvent dit que le mouvement altermondialiste avait échoué à transformer le monde. En vérité, il a sans doute semé les germes du monde d'après, patiemment, année après année. C'est un gain de temps considérable pour tout le monde. Et voilà qui pourrait faire respirer un peu la démocratie. Ce serait pas mal pour le fameux monde d'après, là. À lundi prochain.